Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de ce journal. Le vice-président Daniel Kabla-Duncan est au Népal pour le 5e rassemblement du mouvement Sun. Il partage l'expérience ivoirienne pour ce qui est du renforcement de la nutrition. Et selon lui, le taux de prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans est passé de 29,2% en 2012 à 21,6% en 2016. Renforcement de capacité en vue pour les sénateurs. Le président du Sénat s'est entretenu avec le nouvel ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Faire bénéficier au Sénat ivoirien de l'expérience du Sénat américain est le point à retenir de cette rencontre. Et dans l'actualité sur notre continent, au Nigeria, les autorités nigérianes ont ce mardi annoncé la libération de 259 personnes d'une maison de correction islamique située dans le sud-est du pays, après une série de raids similaires menés à travers le pays ces dernières semaines. Parmi les otages se trouvaient des femmes et des enfants en bas âge. Bienvenue dans ce 23h. À Katmandou, au Népal, le vice-président est présenté comme un champion du mondial de la lutte contre la malnutrition. Daniel Kabla-Duncan, qui participe aux travaux du 5e rassemblement du mouvement Sun, a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le renforcement de la nutrition. Le pays, selon le vice-président de la République, ambitionne de maintenir sa dynamique pour être conforme à l'ambition des Nations Unies d'éradiquer la faim et la malnutrition dans le monde d'ici 2030. C'est ce qu'a annoncé le vice-président au Népal, des déclarations qui sont rapportées ce soir par Mahama Traoré. Un enfant sur 3 au monde souffre de retard de croissance. Le mal pourrait être évité si l'enfant est nourri convenablement durant ses 1000 premiers jours de vie, notamment par allaitement. Le mouvement Sun profite donc de ce rassemblement de Katmandou pour demander aux États membres de formuler des engagements en matière de politique nutritionnelle, le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va s'engager également, à définir un partenariat gagnant-gagnant avec le secteur privé. Deuxièmement, éliminer la carence en iode. Troisièmement, le pays s'engage à renforcer la focalisation du mouvement Sun sur la nutrition au cours des 1000 premiers jours de vie. Membre du mouvement Sun depuis 2013, la Côte d'Ivoire est présentée à ses assises comme un modèle à suivre au vu des progrès réalisés ces dernières années au plan national. Alors, l'intervention du vice-président ivoirien est sollicitée dans plusieurs panels pour expliquer les secrets du succès ivoirien en matière de nutrition. L'évolution des indicateurs du processus Sun, comme la plupart le savent, sur la période 2014-2018, et c'est important, nous sommes passés de 56,5% à 96%. Il y a donc un comité décisionnel que je préside et dont le vice-président est le Premier ministre et qui comprend 13 ministres qui sont concernés par la problématique de la malnutrition. Il y a un comité technique multisectoriel. Ensuite, il y a des comités régionaux animés par les préfets pour que chaque région puisse faire sien le dossier donc, de la malnutrition. Parce que si vous faites un dossier au niveau du sommet et qu'au niveau des régions, vous n'avez pas la diffusion de décisions, ça risque d'être lettre morte. Sur le terrain, cette stratégie porte ses fruits. Le retard donc de croissance de 2012 à 2016 est passé de 29,8% à 21,6%. La malnutrition aiguë a baissé de 7% à 6%. L'insuffisance pondérale est passée de 14,9% à 12,8%. Le taux d'allaitement, qui était de 6%, est passé à 12%. Il est actuellement de 23%. Le rassemblement Sun de Katmandou se tient à un an du sommet mondial de Tokyo sur la nutrition. Ce sera le lieu pour tous les États membres des Nations Unies d'acter leurs engagements afin d'éradiquer la faim et la malnutrition dans le monde. Nous poursuivons ce journal avec cette rencontre diplomatique. Le président du Sénat s'est entretenu avec le nouvel ambassadeur des Nations des États-Unis en Côte d'Ivoire. L'entretien entre Jeannot Ahoussou-Kouadio et Richard Bell a évidemment été axé sur la coopération, notamment le partage d'expériences entre le Sénat américain et ivoirien. Les échanges entre les deux personnalités sont résumés dans ce reportage de Michel Dicré. C'est la première rencontre officielle entre le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Jeannot Ahoussou-Kouadio, et le nouvel ambassadeur des États-Unis.
Une audience mise à profit pour parler de coopération entre les Sénats américains et ivoiriens. Nous avons une législature bicamérale chez nous, avec la Chambre des représentants qui correspond à l'Assemblée nationale et le Sénat. Évidemment, nous avons facilement pu aborder des sujets d'intérêt en commun et certainement mon pays respecte beaucoup le rôle que chaque institution démocratique a à jouer dans la vie saine, apaisée, pondérée du pays. Le Sénat ivoirien entend donc s'inspirer de ce qui est bon aux États-Unis. Je pense qu'on aura la perspective d'une visite au Sénat américain pour aller voir, pour aller écouter, et voir dans quelle mesure nous pouvons travailler à améliorer les pratiques du Sénat ivoirien, qui se veut un Sénat de la paix, comme je le dis, un Sénat qui contribue à renforcer la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Depuis sa nomination en septembre dernier, le nouvel ambassadeur américain multiplie les rencontres avec les autorités ivoiriennes avec un objectif affiché, booster les relations bilatérales entre les deux pays. À présent, cette autre audience, également ce mardi, entre le président de la CEI et la grande chancelière. La rencontre s'est tenue au siège de la grande chancellerie de l'Ordre national. Le compte-rendu de cette première rencontre entre ces présidents d'institutions est rapporté par Lydie Sadia et Abou Sanogo. Le président de la CEI, la commission électorale indépendante reçue par la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, puis bien Koulibaly Ibrahim est venu recevoir des conseils pour galvaniser ses équipes afin de réussir la mission de conduire des élections sans violence et transparentes en 2020. Nouvellement élu président de la commission électorale indépendante, je me devais de faire la visite de courtoisie à Madame la grande chancelière. Par ailleurs, je suis dans une maison où il y a des travailleurs et des braves travailleurs. Il est bon que je vienne auprès d'elle solliciter des éléments pour les encourager à mener à bien leur mission. Le premier responsable de la commission électorale indépendante prévoit également des rencontres avec d'autres institutions. Examen et adoption de 4 projets de loi à l'Assemblée nationale ce mardi par les membres de la Commission des Affaires extérieures. Ces textes ont été présentés par le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano. Il s'agit de projets de loi portant amendement du protocole de création d'une carte brune à l'assurance responsabilité civile automobile hôtière. Le point avec Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire prête à apporter une assistance en cas d'accident nucléaire ou de situations d'urgence radiologique à travers la ratification de la Convention de Vienne signée le 26 septembre 1986. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui détient l'arme nucléaire, c'est vrai. Mais la Côte d'Ivoire utilise cette technologie dans certains domaines, notamment dans la médecine, notamment dans la recherche agricole. Et la Côte d'Ivoire, en ratifiant ces 2 textes, sauf la possibilité d'avoir l'assistance de l'AIEA et d'avoir l'assistance financière des autres États membres en cas de catastrophe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire entend également ratifier le projet de loi portant amendement du protocole de création d'une carte brune CEDEAO. Une décision de ratification des différentes conventions qui passe nécessairement par l'Assemblée nationale. Les groupes parlementaires de la Commission des Affaires extérieures ont montré leur intérêt et leur satisfaction pour ces projets de loi. À l'unanimité des membres présents de la commission, ils ont adopté les 4 projets de loi qui leur sont soumis. Les 4 projets de loi qui ont été votés aujourd'hui, ce sont des lois de ratification qui ne posent pas de problème. C'est pourquoi le groupe parlementaire PDCI n'a pas jugé opportun de mettre des problèmes là où il n'y en a pas. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Les députés ont agi en toute responsabilité, en dehors de notre coloration politique, parce que là, il s'agit véritablement de projets majeurs qui touchent au quotidien de nos populations. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, se félicite de l'examen et de l'adoption des tests. Si je prends par exemple la carte brune CEDEAO,
En même temps que vous avez la carte d'assurance nationale, vous êtes obligé d'acquérir la carte brune CEDEAO au coût de 1 000 francs. Et ça vous permet d'être couvert de tous les sinistres que vous pourriez subir à l'étranger au volant de votre véhicule et surtout de couvrir les dommages que vous pourrez faire subir à des tiers en dehors de la Côte d'Ivoire. Conscient également des enjeux que représente la ratification de ces différents projets de loi, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, dès l'entame des travaux, était aussi présent pour suivre cette séance. 36 communes reçoivent du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité 2 milliards de francs CFA de matériel de collecte d'ordures. Ce sont des poubelles et des véhicules de collecte d'ordures ménagères qui ont été remis aux populations. C'est un don qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux collectivités locales, Grâce Kando. Du matériel de salubrité remis à 36 communes d'un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux collectivités lancé par le gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir ce matériel. Nous allons l'utiliser en bon père de famille pour que nos populations, en tout cas pour que les villes soient propres. Nous sommes 201 communes et nous souhaitons que toutes les villes de Côte d'Ivoire soient au même diapason, au rythme de la qualité de vie pour l'ensemble des concitoyens de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il me charge de vous dire merci. Et il vous charge de porter le plaidoyer le plus haut possible pour que vous ayez les moyens de permettre à tous les maires de Côte d'Ivoire d'être opérationnels. En 2018, 33 communes ont aussi bénéficié de matériel de salubrité d'une valeur de 700 millions de francs CFA, ce qui fait à ce jour plus de 2 milliards 700 millions injectés dans le secteur de la salubrité. Occasion pour la ministre Anne-Désirée Ouloto de revenir sur les réformes entreprises. Je voudrais citer entre autres la création de l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, la mise en place d'une plateforme de collaboration avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVIC aussi, la concession du service public de propreté à des opérateurs de compétences internationales dans l'agglomération d'Abidjan, ainsi que dans la région du Sud Comoé, la construction et l'exploitation d'infrastructures modernes, dont un centre de valorisation et d'enfouissement technique à Kosiwan. Utiliser le matériel de salubrité à bon escient, c'est le message adressé aux bénéficiaires. Chers élus locaux bénéficiaires de ces dons, le gouvernement de Côte d'Ivoire vous fait confiance pour la bonne utilisation de ce matériel, pour son entretien, afin que lorsque viendra l'heure du bilan, vous présentiez plus que vous n'avez reçu. Je voudrais vous engager à œuvrer pour la propreté de vos communes, pour le bien-être de vos populations, en utilisant ce matériel dans des conditions optimales. Le programme d'appui aux collectivités en matière de salubrité prend fin en 2020. Dans le domaine économique, la Caisse nationale des caisses d'épargne devient la Banque populaire de Côte d'Ivoire. Après 2 ans de restructuration interne, l'institution financière est de nouveau opérationnelle avec de nouveaux objectifs et de nouveaux atouts pour améliorer les taux de bancarisation en Côte d'Ivoire. On en sait davantage dans ce reportage de Nadia Eja et Jean-Jacques Kwame. La Caisse nationale des caisses d'épargne CNCE devient Banque populaire de Côte d'Ivoire. Après 2 ans de restructuration interne, elle ouvre officiellement ses portes au grand public. Le directeur général de la banque a présenté les nouvelles orientations. Nous avons une nouvelle stratégie qui est axée sur les classes moyennes et les classes populaires pour ce qui est de la clientèle des particuliers, qui est axée aussi sur les PME, auxquelles nous accordons aujourd'hui des financements. Nous avons une stratégie, une vision stratégique qui nous permet de développer des canaux alternatifs. Nous essayons même d'accompagner le programme social du gouvernement, le PSGouv. Son créneau, se rapprocher de la population, d'où la mise en place d'un car mobile et l'inclusion de nouvelles technologies dans les services offerts. Nous sommes la seule banque aujourd'hui sur le marché en Côte d'Ivoire à détenir des cars mobiles qui sont des agences sur 4 roues que nous utilisons justement pour aider les populations qui sont dans des zones non bancarisées et qui sont dans des zones où aucune institution financière n'est présente. Donc plutôt que de déplacer les populations vers nous, nous allons vers les populations. À terme, il s'agit d'améliorer le taux de bancarisation estimé à 19%. La banque compte à ce jour plus de 300 000 clients actifs.
Voilà une nouvelle dénomination qui s'inscrit dans le cadre de la présentation d'une nouvelle vision stratégique. Toujours sur la scène économique, la visite du ministre d'État, ministre en charge de la coordination des politiques sociales du Singapour, l'a conduit ce mardi au siège de la Banque africaine de développement à Abidjan. Selon lui, les 10 prochaines années seront cruciales pour l'Afrique qui doit, elle, améliorer son leadership politique et engager des réformes économiques en profondeur. Selon lui, l'Afrique a les cartes en main pour réussir son développement à l'image de Singapour. En Afrique du Sud se tient le rendez-vous africain de l'énergie, la semaine africaine du pétrole. Elle se tient depuis ce mardi au Cap. Il s'agira pour les responsables gouvernementaux d'établir de futurs partenariats pour le secteur énergétique. Et la Côte d'Ivoire, qui produit plus de 38 000 barils de pétrole par jour, prend part à cet événement. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Cape Town, Afrique du Sud, la ville abrite cette semaine la rencontre africaine sur le pétrole. Depuis plus de 25 ans, ce rendez-vous est le lieu de rencontre le plus important d'acteurs africains de l'énergie. C'est une opportunité pour la Côte d'Ivoire de rencontrer les principaux acteurs du secteur du pétrole et de l'énergie, et spécialement ceux de l'amont, l'exploration-production, pour échanger, pour les attirer, pour venir en Côte d'Ivoire, pour nous aider à développer notre bassin sédimentaire. On a une bonne expérience pour ce bassin, mais on a besoin d'acteurs pour nous aider à implémenter nos objectifs, à faire la recherche, à trouver pour que la Côte d'Ivoire devienne vraiment un grand pays producteur de pétrole. La Côte d'Ivoire y prend part avec une importante offensive commerciale sur un marché de plus en plus compétitif. Le ministère conduit la politique. La Direction générale des hydrocarbures reçoit les opérateurs internationaux et nationaux qui sont actifs dans le secteur pétrolier. Et nous sommes ici, par exemple, pour les attirer, pour leur montrer qu'il y a des blocs libres disponibles. Il y en a 18 que nous proposons. Et parmi ces 18 blocs, nous avons 5 pour lesquels le ministère souhaite tenter une expérience nouvelle, c'est-à-dire inviter les sociétés à exprimer leur intention, faire une expression of interest. Et à partir de ce moment, le ministère regardera et sur quelques mois, invitera les uns et les autres à faire leurs meilleures offres. La Côte d'Ivoire produit quelques 38 000 barils de pétrole par jour et 213 millions de pieds cubes de gaz naturel. La rencontre, qui a ouvert ses portes ce mardi, les refermera en fin de semaine. 14 600 feuilles de tôle de qualité douteuse d'une valeur de 30 millions de francs CFA ont été saisies ce 5 novembre dans une société industrielle de transformation de l'acier et de production de fer. Ces feuilles de tôle, qui ne respectent pas les normes en vigueur dans l'industrie de la métallurgie en Côte d'Ivoire, ont été détruites. Serge Coléa. 14 600 feuilles de tôle de qualité douteuse d'une valeur de 30 millions de francs CFA. C'est la découverte faite dans cette société industrielle de transformation de l'acier par le service de répression des fraudes du ministère du Commerce et de l'Industrie. Au regard des dispositions réglementaires, les tôles de couverture doivent être marquées. La longueur doit être précisée, la largeur utile doit être précisée, l'épaisseur doit être précisée, le nom de l'importateur ou du fabricant doit être précisé sur cette tôle de couverture, de sorte que nous puissions l'identifier en cas de souci. Et comme vous pouvez le constater, cette tôle de couverture ne présente aucun marquage. Ces tôles de couverture ne respectent aucune norme de l'industrie métallurgique en Côte d'Ivoire. Elles étaient écoulées sur le marché ivoirien. Découvertes après dénonciation, ces fabricants ont tout de suite reconnu les faits. Ce qu'ils disent, c'est de demander la clémence de l'administration parce qu'ils ignoraient la réglementation en la matière. Il faut dire également que selon les explications qu'ils nous ont données, c'est pour la première fois qu'ils font de telles importations puisqu'ils n'intervenaient pas dans ce secteur d'activité. Ils sont notamment dans le fer à béton et d'autres matériaux de construction. Mais c'était leur première importation selon les explications qu'ils nous ont données. Après les résultats des analyses en cours, ces tôles de couverture saisies pourraient être détruites. Les fabricants, eux, sont passibles de sanctions allant des amendes aux peines d'emprisonnement.
La deuxième édition de la journée nationale d'hommage aux doyens a été lancée le 30 octobre dernier. L'objectif, c'est de témoigner la reconnaissance de la nation ivoirienne à une illustre personnalité. Il s'agit de Lambert Amontano. C'est le bâtisseur de la Côte d'Ivoire aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Le point avec Sephora Zegui. Après le professeur Yacine Sarasoro en 2018, c'est au tour de Lambert Amontano de recevoir les hommages de la nation le 15 novembre prochain. À 93 ans, Lambert Amontano fait partie des rares compagnons de feu Félix Houphouët-Boigny à être encore en vie. Occasion donc pour les membres du Comité national d'hommage aux doyens de l'honorer pour son implication à l'édification de l'école ivoirienne. Aujourd'hui, nous avons besoin de repères. Nous nous sommes engagés dans l'excellence. Mais l'excellence doit s'appuyer sur des modèles, sur des repères. Et ces personnes qui sont encore en vie, jeunes ou moins jeunes, mais qui sont des modèles, doivent être célébrés de leur vivant pour que justement ils soient félicités, pour qu'ils en soient heureux eux-mêmes et honorés parce que leur mérite étant reconnu, mais aussi que cela puisse créer l'émulation, que cela puisse servir d'exemple aux autres Ivoiriens. Pour cette édition, l'ancien ministre va donner une conférence publique sur l'histoire coloniale et post-coloniale de la Côte d'Ivoire avec Félix Houphouët-Boigny. Des consultations et distributions de médicaments gratuits seront organisées à Eboué, son village natal. Lambert Amontano fut ministre de l'Éducation nationale du 15 février 1963 au 5 janvier 1970. Il fut ainsi le troisième ministre en charge de l'Éducation nationale. Et nous gardons le même ton. Les toutes petites classes des structures socio-éducatives ont fait leur rentrée officielle le 7 octobre dernier. Pour l'année scolaire, les socio-éducatives de base aspirent à associer la qualité à leur action dans ces structures. Une rentrée solennelle a eu lieu le 28 octobre dernier dans la commune de Port-Bouët en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui les a invités à une démarche qualité. Salimata Dia. Officielle des structures socio-éducatives de base pour l'année 2019-2020. Dans la commune de Port-Bouët qui a abrité la cérémonie de rentrée solennelle, le bilan du plan d'action de l'année précédente dans les centres de protection de la petite enfance, CPPE, et les centres d'action communautaire pour l'enfance, CACE, a été fait par la direction de services de coordination. Nos offres de services sont en nette progression. Les CPPE, CACE sont passés de 209 à 233. Quant aux effectifs de 17 050 enfants, nous sommes à 18 531 enfants et nous continuons notre marche. De 44 complexes identifiés, l'année dernière, nous sommes à 51 complexes socio-éducatifs. L'essentiel des difficultés et contraintes majeures rencontrées dans les structures se rapportent au déficit en personnel dans toutes les structures, l'insuffisance de biens mobiliers et immobiliers. Aux 1320 acteurs de la petite enfance et du travail social, il a été demandé d'améliorer les offres de services à travers une démarche qualité. J'associe à ces salutations le directeur des systèmes d'information et son équipe. Ils ont mis à la disposition du ministère des structures socio-éducatives de base une plateforme numérique de gestion de ces structures socio-éducatives avec la possibilité de géolocalisation, monsieur le maire. Pour cette année 2019-2020, chaque structure doit tout mettre en œuvre pour améliorer davantage ses offres de services, tant en quantité qu'en qualité. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a fait don d'équipements aux structures socio-éducatives de base et de vivres aux familles démunies de Port-Bouët. Intéressons-nous à présent à cet événement biennial, le 4e dialogue judiciaire africain. Il s'est tenu du 30 octobre au 1er novembre dernier. C'était en Ouganda. Il s'agissait à ce forum de réfléchir sur la gestion des problèmes contemporains des droits de l'homme en Afrique. Franck Quadio. 2013, 2015, 2017 et maintenant 2019. Comme les précédents rendez-vous, le 4e, celui d'Ouganda, vise à maintenir un dialogue constant et permanent entre les juges du continent en vue de mieux protéger et promouvoir les droits de l'homme. Cela malgré la diversité du contexte sur le plan politique, économique, social et culturel. La diversité de traditions judiciaires, justement, selon le président de la République ougandaise, Yoweri Museveni, plutôt que de diviser les Africains, devrait davantage les rapprocher.
Une idée évoquée précédemment par Sylvain Auré, président de la Cour, afin de faire face aux problèmes contemporains, aux défis latents des droits de l'homme à travers le pouvoir judiciaire. Les préoccupations sont effectivement très nombreuses, mais c'est le défi d'une telle Cour qui a été imposée, qui a été érigée, si vous voulez, au plan continental. Nous attendons que les cours nationales, au plus haut niveau bien entendu, s'approprient les instruments et les mécanismes, d'abord au niveau régional, mais également au niveau international. Les cours ont un impact, une portée indéniable au plan national, au plan de la vie de nos citoyens, mais également au plan de la vie de nos États. De nombreux défis sont à relever comme les problèmes de migration, nationalité, élection, terrorisme et droits des autochtones. Ces préoccupations demeurent au cœur de la mission des 11 juges de la Cour depuis sa création en 2006 jusqu'à ce jour avec l'appui des 30 États qui ont ratifié la Charte africaine des droits de l'homme, dont 9 qui ont déposé la déclaration relative au même protocole pour dire leur adhésion à la cause commune. Sur la scène politique ivoirienne à San Pedro, le ministre Amédée Kouakou œuvre pour le RHDP. Lors de rencontres avec les populations, il a exhorté à adhérer à son parti pour la paix et le développement, Léon Bro. Accompagné de son collègue de la promotion des PME, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier à Ouaté, Toui, Bibéagui, Diapagui, Dagagui et Globonoudan dans la sous-préfecture de Gabiagui, comme à Grand-Bérébi et à San Pedro, face aux halogènes et leurs hôtes Koumen et Bakoué, Amédée Kouakou est sans détour. La réponse à la question de développement, notamment aux problèmes de route, d'eau, d'électricité ou de santé, se nomme RHDP, se creusait de vivre ensemble, de paix et de développement. 2020 va bien se passer, les élections vont bien se passer et le meilleur va gagner et le meilleur, ce sera donc le RHDP, j'en suis convaincu. C'est pour ça que nous travaillons sur le terrain pour passer le message de cohésion, le message de paix, le message d'entente. Et je pense que ce message est bien perçu. Le RHDP, donc la volonté des héritiers du père de la nation pour reconquérir l'unité nationale, la paix, le développement et le bien-être de l'ère Houphouët-Boigny. Sur les acquis, le repositionnement social, économique et diplomatique de la Côte d'Ivoire suffit, toujours selon l'émissaire du parti, pour renouveler le tandem avec le président Alassane Ouattara, un message à perpétuer. Notre rôle en tant que leader, avec donc l'ensemble des coordinateurs et délégués du RHDP ici donc dans cette région, serait de perpétuer ce message, de faire entrer ce message dans les profondeurs de nos différents villages et de nos campements, afin que l'ensemble de nos populations puissent comprendre. À tournée de mobilisation pour le RHDP dans la région de San Pedro, le ministre Amédée Kouakou l'a effectué du 1er au 3 novembre 2019. L'information internationale ce soir nous mène en Irak, en Chine et au Nigeria, où 259 personnes ont été sorties d'une maison de correction islamique. Le développement de ces informations par Ahmed Traoré et Jean-Marc Djadji dans l'actu en bref. La police nigériane a libéré ce mardi 5 novembre 259 personnes d'une maison de correction islamique dans le sud-ouest du Nigeria. Ce, dans le cadre d'une série de raids similaires menés à travers le pays ces dernières semaines. Plusieurs personnes étaient retenues en otage dans un centre de détention illégale géré à Ibadan, dans le sud-ouest du Nigeria, a précisé Fadeyi Olubenga, le porte-parole de la police de l'État d'Oyo. Ce mardi 5 novembre à Shanghai, aux côtés de son homologue chinois, Emmanuel Macron a appelé Pékin à consolider l'ouverture de son marché aux entreprises étrangères, européennes et françaises en particulier. Preuve que la Chine est un marché essentiel à conquérir aux yeux du gouvernement français. Emmanuel Macron et Xi Jinping se sont rendus au pavillon français de la foire aux importations de Shanghai. Il s'agit de la pire restriction sur les télécommunications imposée par le gouvernement irakien depuis le début des manifestations le 1er octobre. Les protestataires ont afflué de nouveau ce mardi 5 novembre dans la capitale. Ce, après la mort en 36 heures d'au moins 10 manifestants. Les autorités ont proposé des réformes sociales et des élections anticipées. Mais les manifestants réclament le départ de tous les responsables et un nouveau système politique.
Et cette moins bonne nouvelle, le deuil frappe la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Le célèbre réalisateur Édouard Kofi Sakra n'est plus, précédemment chef du service production des journaux télévisés et magazines de l'information. Il était depuis le 28 mai 2018 le chef du service captation et retransmission sportive, institutionnelle et religieuse. L'illustre homme de la télé s'est éteint ce mardi à l'âge de 46 ans. Ce journal est terminé. Bonne soirée à tous.